Et si un simple signe de ponctuation, la virgule dans les nombres, était en réalité un des outils de sélection sociale les plus efficaces de notre système éducatif? C'est une idée qui a l'air un peu folle, hein, dit comme ça. Carrément. Mais c'est pourtant la thèse centrale des documents qu'on va explorer aujourd'hui. On va se pencher sur une analyse assez critique de l'enseignement des nombres décimaux en France. Une analyse qui s'appuie sur un rapport au titre assez provocateur. Une révolution pédagogique est urgente, l'éducation nationale doit cesser le tri par la virgule. Rien que ça. Notre objectif, ça va être de comprendre comment une méthode d'enseignement, qui paraît juste technique, peut en fait non seulement créer d'énormes difficultés d'apprentissage, mais aussi, et c'est ça le plus grave, creuser les inégalités sociales. Et on verra qu'il y a une alternative, une approche qui cherche à construire le sens avant d'imposer la règle. C'est un vrai changement de perspective. Absolument. Alors, allons-y, plongeons dans le cœur du problème. Le document décrit la virgule comme un, je cite, véritable obstacle épistémologique. C'est un peu pompeux comme terme, mais l'idée est simple. Comment un si petit signe peut faire autant de dégâts? Exactement. Moi, ça me rappelle des souvenirs, je me revois en CM1, complètement angoissée à l'idée de décaler la virgule du mauvais côté. C'était la panique. Mais c'est fou, parce que cette petite phrase, décaler la virgule, elle résume tout le problème. L'approche traditionnelle, c'est que des recettes de cuisine. Ah oui. Décale la virgule, aligne les virgules, ajoute des zéros. On apprend à l'élève à être un super technicien du symbole, de l'écriture, mais on oublie l'essentiel. C'est-à-dire la quantité que ça représente. Voilà, la grandeur derrière le nombre. En gros, on lui donne une béquille pour marcher, mais on ne lui apprend jamais à sentir le sol sous ses pieds. Une béquille, c'est une très bonne image. Donc on donne une technique qui marche, mais l'enfant ne sait pas du tout pourquoi ça marche. C'est ça. Le rapport Itilai utilise une expression très forte, une prothèse procédurale. Ça donne une illusion de compétence à court terme. L'élève a la bonne réponse, les parents sont contents, le prof aussi. Sauf que, Sauf que, comme il n'a rien compris au fond, cette compétence est prête à s'effondrer au premier obstacle. C'est une bombe à retardement cognitif. et j'imagine que c'est une règle qu'on oublie très vite. On retient la petite musique, on décale, mais on ne sait plus dans quel sens, pourquoi. Ça doit être une source d'angoisse terrible. Mais c'est exactement ça. Cette volatilité, ça crée une insécurité cognitive permanente. L'erreur, ce n'est plus une étape pour apprendre. Ça devient la preuve qu'on a une mauvaise mémoire, qu'on est juste nul en maths, quoi. Hmm. Et le document met le doigt sur une inversion totale des priorités. On enseigne le sens des opérations, multiplier, diviser, avant même d'avoir construit le sens des nombres. C'est comme demander de construire un pont sans connaître les propriétés du béton. Exactement. L'édifice est fragile dès le départ. Et j'imagine que si la base est fragile pour tout le monde, elle s'écroule en premier chez ceux qui n'ont pas d'aide à la maison pour la consolider. C'est là qu'on passe du problème pédagogique au problème social. On y est. Le mécanisme est très insidieux. Ce n'est pas intentionnel, bien sûr. Non, bien sûr. L'école ne dit pas « toi tu es bon, toi tu es mauvais », elle laisse un vide. Et en n'enseignant pas explicitement le sens, elle favorise ceux qui arrivent à le reconstruire tout seuls, souvent grâce à la famille. Comment ça, concrètement? Pour un enfant, 0,1, ça peut être un dixième, une part de gâteau, un truc réel. Pour un autre, ça reste 0,1, une suite de symboles abstraits. Et l'école, en validant juste la bonne réponse, elle ne voit pas la différence? Pire, elle l'entretient. C'est ce que le document appelle un malentendu cognitif majeur. L'élève qui applique la règle sans comprendre, y croit qu'il sait, le prof aussi. Mais en réalité, il sait juste faire. Le jour où il faudra penser, il sera complètement perdu. C'est vrai qu'en y réfléchissant 2 secondes, c'est un monde à l'envers, les décimaux. On passe des années à apprendre que plus un nombre a de chiffres, plus il est grand, et paf! Et paf, on te dit que 3,1, c'est plus grand que 2,9345. Ou que multiplié par 0,5, ça rend un nombre plus petit. Ça défie toute la logique construite avant. Absolument. Et la méthode traditionnelle, avec ses astuces visuelles comme aligner les virgules, en fait, elle masque ces conflits au lieu de les affronter. C'est un enseignement en trompe-l'œil. Ah oui. Un élève peut réussir son addition sans jamais réaliser qu'il compare des choses qui n'ont rien à voir. Ce sont les élèves sans filet de sécurité culturelle à la maison qui sont les premières victimes de ça. Le tri, il se fait là. Donc si je résume, on a d'un côté des élèves qui doivent mémoriser un catalogue de règles énorme et fragile, et de l'autre, ceux qui ont compris le système et qui peuvent tout déduire. Ça doit être épuisant mentalement pour les premiers. Épuisant, c'est le mot. Le document utilise un terme très juste pour ça. Il parle d'une économie cognitive. Une économie cognitive D. Oui,
C'est une idée très forte. L'élève pauvre en concept, il est en surcharge mentale permanente. Toute son énergie passe à essayer de se rappeler la bonne procédure. Il est en mode survie. À l'inverse, l'élève riche en concept, qui a compris la logique, il n'a presque rien à mémoriser. Et le fossé se creuse. Il se creuse non pas sur les capacités des élèves, mais sur la qualité des outils mentaux que l'école leur a fournis, ou pas. Bon, le constat est assez sévère, c'est même un peu sombre. Est-ce qu'on a une porte de sortie? Heureusement, oui. L'analyse ne propose pas juste des ajustements, elle propose une révolution pédagogique. L'idée, ce n'est pas de mieux expliquer les vieilles règles, c'est de les rendre inutiles. Ah, carrément. Carrément. Et tout ça, ça repose sur un postulat fondamental, et je pense qu'il faut vraiment le citer. Le sens du nombre est intrinsèquement plus puissant que les règles apprises. Plus puissant que les règles. C'est un sacré pari. Ça veut dire qu'un élève qui a le sens, il peut se passer des recettes de cuisine. C'est ça, il peut les réinventer s'il en a besoin. Et cette philosophie, elle mène à une autre conclusion assez folle, qui va à l'encontre de tout ce qu'on a appris. Laquelle? C'est que la virgule ne joue aucun rôle dans les calculs. Pardon, attendez, aucun rôle. Mais on passe notre vie à la gérer, à la décaler, à la placer. C'est le centre de tout? C'est le centre de l'attention dans la méthode classique. Mais dans cette nouvelle approche, on réalise que ce n'est qu'un séparateur, un repère visuel entre la partie entière et la partie décimale. C'est tout. Le vrai travail, il se fait sur la valeur des chiffres, pas sur la virgule. D'accord, je suis très curieuse de voir comment on fait ça en pratique. Il y a des étapes, j'imagine. Oui, c'est un parcours très structuré en 4 étapes. Et quelle est la première? Alors, et ça peut surprendre, la première étape, c'est de faire un retour sur les nombres entiers. Ah bon? Pour régler le problème des décimaux, on retourne en arrière? C'est contre-intuitif. En apparence. Mais c'est pour être sûr que les fondations sont en béton armé. L'idée, c'est de marteler la distinction entre le rang d'un chiffre, sa position, et sa valeur, la quantité qu'il représente. D'accord. Par exemple, pour un nombre comme 704, on va l'écrire 7 fois 100, plus 0 fois 10, plus 4 fois 1. On insiste lourdement sur ce 0 fois 10 pour que l'élève comprenne que le 0 n'est pas rien. C'est un chiffre qui occupe un rang, qui garde une place. Ah, je vois, c'est la préparation pour comprendre plus tard un nombre comme 3,05? Exactement, on prépare le terrain. D'accord, on répare les fondations. Et une fois que c'est bien solide, j'imagine qu'on attaque les décimaux. On y vient. C'est l'étape 2. Et c'est peut-être la plus importante. Donner une réalité physique aux décimaux. Fini l'abstrait, on passe à la manipulation. Avec du matériel? Oui, et le document est très précis. On part de feuilles de papier A4 standard, du 80 grammes. Les élèves découpent un rectangle de 5 cm sur 25 cm. Ce rectangle, il a une particularité, il pèse très exactement 1 gramme. Il devient l'unité, le 1. Et à partir de là, j'imagine qu'on le découpe. Exactement. On découpe ce rectangle étalon en 10 bandes égales pour obtenir des dixièmes, puis on prend une bande de dixièmes, on la coupe en 10 pour avoir des centièmes, et ainsi de suite. Donc tout est visible. Tout est visible. Et le point essentiel, c'est que tous les morceaux sont des rectangles. La comparaison est purement visuelle. On ne pèse rien, les élèves voient les quantités. Et pour que ce soit encore plus clair, il y a un code couleur. Ah oui. Le grand rectangle unité est vert, les dixièmes sont bleus, les centièmes sont gris et les tout petits millièmes sont rouges. Mais c'est génial, parce que l'inégalité 0,01 est plus grand que 0,001, c'est abstrait. Mais un rectangle de papier gris qui est visiblement plus grand qu'un petit confetti rouge, ça on ne peut pas le discuter. C'est ça, c'est une preuve par les yeux. Le document dit que ça devient une évidence irréfutable. L'élève voit, il touche, il compare. Le nombre décimal, ce n'est plus une écriture bizarre, ça devient, je cite, l'étiquette d'une quantité réelle. C'est un ancrage sensoriel hyper puissant. Ok, on a la base des entiers, on a le concret avec le papier, mais comment on passe de ces petits rectangles au calcul en ligne? J'ai l'impression qu'il manque un pont. On y arrive, c'est l'étape 3. Le document l'appelle la révolution linguistique. Une révolution linguistique? Oui, et c'est peut-être le point le plus radical. La règle est simple, stricte, et elle est en gras dans le rapport. La virgule et le zéro n'ont pas vocation à être prononcés. Attendez. Comment ça? On demande aux enfants de ne pas dire 2,5. Mais c'est comme ça que tout le monde parle. On va les couper du monde, non? C'est une excellente question. Et c'est au cœur du changement de logique.
L'idée, c'est que le langage courant 2,5 entretient la confusion. Ça présente le nombre comme deux entiers, un 2 et un 5, avec un mur entre les deux. Alors que la méthode impose de dire Elle impose de lire ce nombre 2 et 5 dixièmes. quelle est la différence? Elle est énorme. 2 et 5 dixièmes, ça force le cerveau à analyser la structure du nombre. On entend la partie entière, 2, le « et » qui veut dire plus, et la partie décimale avec sa valeur, 5 dixièmes. Ça change tout, Et ça aide pour la suite. énormément. Ça développe une flexibilité mentale incroyable. Prenez 1,24. Au lieu de 1,24, on le lit 1 et 24 centièmes. Et si on veut le comparer à 1,3, qu'on lit 1 et 3 dixièmes, L'élève peut se dire, attends, 3 dixièmes, c'est 30 centièmes. et voilà, la comparaison entre 24 centièmes et 30 centièmes devient une évidence. C'est facile. Je suis en train de réaliser que j'ai toujours lu 1,24 comme deux nombres séparés. 1 et 24 centièmes. Ça devient une seule et même quantité. C'est dingue comme un changement de mot peut tout changer dans la tête. C'est l'objectif. On change la langue pour changer la pensée. Et ça nous amène à la dernière étape, la 4, où on s'attaque enfin aux opérations. Et vous vous doutez bien qu'on va dire adieu au fameux décalage de virgule. Alors là, je suis curieuse. Comment on fait pour diviser par 10 sans décaler la virgule? C'est un mystère pour moi. On abandonne la magie pour la logique. Prenons l'exemple du rapport 2,9 divisé par 10. Le raisonnement se fait en deux temps. D'abord, on analyse le nombre, 2,9. Grâce à notre nouvelle langue, on sait que c'est 29 dixièmes. D'accord, 29 dixièmes. Ensuite, on réfléchit à l'opération. Diviser des dixièmes par 10, ça donne quoi? Ça donne des centièmes. C'est la logique du système décimal. Donc le résultat est Limpide. 29 dixièmes divisé par 10, ça donne 29 centièmes. Et comment on écrit 29 centièmes? 0,29. Fin de l'histoire. c'est lumineux. En fait, la valeur des chiffres change de case, de rang. Mais la virgule, elle ne bouge jamais. Elle est juste là pour nous dire où est la case des unités. Précisément, la conclusion du document est sans appel. Elle résume tout. C'est le glissement des valeurs qui est enseigné, et non le mouvement de la virgule. On enseigne une compréhension profonde du système, pas une recette. Pour résumer, on est parti d'un tout petit signe, la virgule, et on a vu comment la manière de l'enseigner peut devenir, d'après cette analyse, une macro-barrière sociale, une machine à renforcer les inégalités. C'est une accusation très très forte. C'est vrai, mais on a aussi exploré une alternative complète, cohérente. Une approche qui refuse la facilité des règles mécaniques, pour reconstruire la notion de nombre sur des bases solides. Le réel avec le papier, le langage et la compréhension de la valeur. C'est vrai. En refermant ces notes, ça me fait réfléchir. L'histoire de la virgule en maths, c'est un cas d'école. Mais ça soulève une question plus large. Combien d'autres virgules de ce genre, ces règles techniques enseignées sans leur sens profond, se cachent dans d'autres matières? Que ce soit l'accord du participe passé en français ou une formule de physique. Combien de ces obstacles silencieux façonnent discrètement la réussite scolaire et au fond le destin social?